Chapitre 20, vidéo numéro 8. Je peux revenir très rapidement sur la proposition 3 et l'exemple qui suit. Un espace vectoriel E est de dimension infinie, si et seulement s'il existe une suite, telle que pour tout entier n, la famille U0 jusqu'à UN soit libre. On peut l'appliquer à l'espace vectoriel K crochet X. Bon, cet espace vectoriel, on avait déjà démontré très tôt dans le chapitre que c'était un espace vectoriel de dimension infinie, mais on peut le retrouver à l'aide de la proposition précédente, en regardant la suite des xn. Cette suite-là a la particularité que pour tout entier n, la famille 1x jusqu'à xn est libre, et donc du coup, par application directe de la proposition, on en déduit que K crochet X est un espace vectoriel de dimension infinie. Donc je vous rappelle pourquoi cette famille-là est libre. Tout simplement, on peut évoquer le fait que ce soit une famille de polynômes échelonnés en degrés. Donc en fait, à chaque fois qu'on a une famille de polynômes qui sont tous non nuls et tous de degrés différents, alors c'est une famille qui est libre. Grand 4, sous-espace vectoriel et dimensions. Donc on va voir ce théorème 5 qui est particulièrement important. On prend E, un espace vectoriel de dimension finie. Tout sous-espace vectoriel f de E est lui aussi de dimension finie, et de dimension qui est inférieure ou égale à la dimension de E. Donc vous allez voir que donc ça c'est évidemment totalement intuitif, que f est lui aussi de dimension infinie et d'une dimension inférieure ou égale à celle de E, mais vous allez voir que pour autant la démonstration est plutôt technique. Après, on a une équivalence ici qui est particulièrement efficace dans les exercices, qui dit que E et F sont égaux si et seulement si la dimension de F est égale à la dimension de E. Bien sûr, on a comme hypothèse, il faut avoir comme hypothèse que F est un sous-espace vectoriel de E. Et donc dans ce cas-là, pour démontrer que F et E sont égaux, on aura juste besoin de démontrer qu'ils sont de même dimension. Donc n'omettez pas évidemment de démontrer, de dire que F est un sous-espace vectoriel de E, sinon c'est complètement faux. Un exemple, dans le plan, par exemple dans le R espace vectoriel C, vous prenez l'ensemble des réels et l'ensemble des imaginaires purs, ce sont tous les deux de droite vectorielle, donc elles ont bien la même dimension, pourtant elles ne sont pas égales. Bah oui, puisque l'une n'est pas un sous-espace de l'autre. On va démontrer ce théorème avec une démonstration qui ressemble à la démonstration du théorème 1. Donc on définit l'ensemble suivant. Donc l'ensemble de cartes de L, tel que L est une famille libre de grand F. Donc je prends toutes les familles libres de grand F et je regarde le nombre de vecteurs qui les constituent. Et on va démontrer que l'ensemble grand A admet un plus grand élément. En effet, l'ensemble grand A c'est une partie de N, oui. L'ensemble de cartes de L c'est bien un antinaturel. Si L est une famille libre de grand F, alors L est aussi une famille libre de grand E. Or, grand E est un espace vectoriel de dimension n, donc ces familles libres ont toutes au maximum n vecteurs, ce qui veut bien dire que carte de L est inférieure ou égale à n. Donc on a démontré que tous les éléments de grand A sont tous plus petits que n, autrement dit A est majoré par petit n. Ensuite, grand A est non vide. En effet, c'est ici, grand A est non vide. En effet, si on regarde par exemple l'ensemble vide, on sait que c'est une famille libre de grand F, et son cardinal c'est 0. Et évidemment, l'ensemble vide est constitué de aucun vecteur. Donc ça prouve bien que 0 il appartient à grand A. Donc ici, ces 3 points, on a démontré quoi? On a démontré que grand A est une partie non vide et majorée de grand N. Du coup, elle admet un plus grand élément, un maximum, que j'ai noté petit p. Et évidemment, on a p qui est inférieur ou égal à n, puisque n c'était un majorant de grand A. Donc p c'est le maximum, et n c'est un majorant. Et évidemment, le maximum c'est le plus petit, c'est en particulier le plus petit des majorants. Donc p est bien inférieur ou égal à n, vous allez voir que c'est important, on va l'utiliser après, cette inégalité. Donc par définition de P, il existe une famille L qui d'ailleurs est constituée de P vecteurs, qui est libre, et qui est une famille libre de F. Vous voyez, L est une famille libre de F, donc constituée de P vecteurs. Maintenant, il faut démontrer que cette famille est, on sait déjà qu'elle est libre, on va démontrer qu'elle est génératrice de grand F pour en déduire que c'est une base de grand F. Du coup, quand on aura démontré que c'est une base de grand F, on aura bien démontré que grand F
est un sous-espace vectoriel, enfin un espace vectoriel pardon, de dimension finie. Donc je prends x dans grand F, et on suppose au contraire que x n'appartient pas au vecteur de E1 jusqu'à EP. C'est-à-dire on suppose du coup que L n'est pas génératrice de grand F. Mais la famille E1 jusqu'à EP, elle est libre, donc je peux de nouveau appliquer la proposition 15 du chapitre 15, qui dit quoi? Qui dit que quand j'ai une famille libre, si je prends un vecteur x qui n'appartient pas à son vecteur, alors la surfamille est encore libre. Donc ça, c'est une famille libre de grand F. Donc toute l'importance, c'est que cette famille est bien de grand F. Pourquoi elle est bien de grand F? Parce que les vecteurs E1 jusqu'à EP, ils étaient bien dans grand F, et X aussi, il est bien dans grand F. Donc cette famille, elle est libre, et elle est constituée de P plus 1 vecteurs de grand F. Et elle est constituée comme elle est constituée de P plus 1 vecteurs, ça veut dire que P plus 1 appartient à grand A. Et ça, c'est absurde, parce que le plus grand élément de grand A, c'est P. Donc si c'est absurde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que X appartient, donc la supposition qu'on a faite ici était fausse, ça veut dire que X appartient à ce vecteur. Donc on a démontré quoi? On a démontré que pour tout X dans F, X appartient à ce vecteur, c'est-à-dire que cette famille est génératrice de grand F. Donc la conclusion c'est quoi? C'est bien sûr que F est de dimension finie. C'est quoi? Je vous rappelle, un espace vectoriel de dimension finie, c'est tout simplement un espace vectoriel qui possède une famille génératrice finie. Donc là, L est bien une famille génératrice finie. Et en plus, E1 jusqu'à EP étant une base de F, on obtient que la dimension de F est égale à P. Or, P est inférieur ou égal à N, c'était écrit ici. Donc cette inégalité serait écrite tout simplement en dim de F inférieur ou égal à dim de E. Donc on a démontré l'inégalité qu'on voulait. Maintenant, dernier point, il reste à démontrer que F et E sont égaux si et seulement s'ils ont même dimension. Le premier point, la première implication évidemment est triviale. Si F et E sont égaux, ils ont évidemment même dimension. Donc toute la difficulté évidemment c'est la réciproque. Donc on suppose que dim de F est égal à dim de E et on veut démontrer que F et E sont égaux. On prend une base B de F. Si c'est une base, on obtient qu'évidemment dim de F est le nombre de vecteurs qu'il y a dans cette base. Et comme dim de F et dim de E sont égaux, on obtient que carte de B égale dim de E. Or B c'est une base de F. Donc en particulier, c'est une famille libre de F. Donc c'est bien une famille libre de grand E. Évidemment, F est un sous-espace vectoriel de E, donc F est inclus dans E. Donc si c'est une famille de grand F, c'est une famille de grand E. Et si elle est libre dans grand F, elle reste libre dans grand E, ça, il n'y a aucun problème. Donc on a quoi? On a que B, c'est une famille libre de vecteurs de grand E, et en plus qui vérifie carte de B égale dim de E. Et donc, d'après le théorème 4, B est une base de grand E. Donc le théorème 4 disait quoi? Disait que pour être une base, dans un espace vectoriel de dimension finie, de dimension n, il suffit d'être, par exemple, libre et d'avoir n vecteurs. Donc c'est ce qu'on applique ici. Du coup, on obtient que B est une base de E. E et F ont B pour base commune, donc E et F sont égaux. J'ai détaillé la démonstration. Évidemment, s'ils ont une famille... s'ils ont une base commune, en fait, il suffirait qu'ils aient une famille génératrice commune. Et s'ils ont une famille génératrice commune, ça veut dire que E est égal à vecteur de B, et E est aussi, et là c'est pas E, c'est F, pardon, et F est aussi égal à vecteur de B. Donc si E et F sont tous les deux égaux à vecteur de B, on en déduit que E et F sont tout simplement égaux. Donc on a bien démontré la réciproque de l'implication. Exercice, lister tous les sous-espaces vectoriels d'un plan vectoriel P. Un plan vectoriel, c'est quoi? C'est un espace vectoriel de dimension 2. Et donc, si on prend un sous-espace vectoriel F d'un plan vectoriel, on aura dim de F qui est inférieur ou égal à dim de P, c'est-à-dire dim de F qui est inférieur ou égal à 2. Donc on a donc trois cas possibles. La dimension de F peut être soit égale à 0, soit 1, soit 2. Un sous-espace vectoriel de dimension 0, c'est facile, c'est le singleton 0. Les espaces vectoriels de dimension 1, c'est facile, ce sont les droites vectorielles. Et le dernier cas, dimension de F est égale à 2. Dans ce cas-là, on aura dimension de F égale dimension de P, avec F qui est un sous-espace vectoriel de P. Et donc on vient de le démontrer, dans ce cas-là, on a F égale P. Donc quand on a un plan, il y a trois types de sous-espaces vectoriels. Le singleton 0, toutes les droites vectorielles, et le plan P lui-même. Il n'y a pas d'autres sous-espaces vectoriels, donc là on vient de lister tous les sous-espaces vectoriels d'un plan vectoriel.